Quel était le discours du gouvernement Trudeau? Si on ne le fait pas, ça va être pire. Ben oui, ben, il avait raison. On ne pouvait pas le faire autrement que de mettre en place ces programmes. Et tout le monde a dû convenir qu'il fallait financer toutes ces mesures. Donc, il y a vraiment, on est dans un momentum qui pourrait nous donner l'occasion de renverser les cadres de pensée. C'est ça que je veux dire. D'autre part, les taux d'intérêt, pour parler comme les économistes patentés, sont très faibles à l'heure actuelle. Donc, on peut avoir une dette élevée, on peut avoir dû à des déficits qui vont rester importants dans les années à venir. On peut avoir une dette qui est élevée, mais si les paiements sur la dette sont faibles, en raison des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles, l'argent qui est requis pour le service de la dette est relativement faible, eu égard aux rentrées fiscales qui surviendront si l'économie repart convenablement. Et ça, c'est clair. Sur un budget annuel, tu vas avoir plus de rentrées financières pour l'État en termes d'impôts, de taxes directes ou indirectes et d'autres sources de revenus. Elles vont être plus élevées que l'argent qui va devoir être versé au titre du service de la dette. Alors, dans cette perspective-là, on n'est pas nécessairement non plus dans une situation si catastrophique. D'autre part, il y a beaucoup de discussions qui ont cours. Ici, pas tant que ça, mais beaucoup en Europe sur la question de la capacité d'annuler la dette, d'annuler une partie de cette dette qui serait donc finalement passée aux pertes et profits parce que précisément, puisque c'est de la banque, ce sont des banques centrales qui ont assumé les dépenses engagées par des gouvernements, c'est un gouvernement qui s'est emprunté à lui-même d'une certaine manière. Donc ici, en autant, et la rationalité derrière ça, c'est de dire que ce ne sont pas des agents privés qui la détiennent, c'est la Banque du Canada ou des banques centrales, peu importe desquelles on parle. Alors, ça aussi, il y a toute une réflexion à faire sur quel est le sens de la dette, quelle est la portion que l'on devrait rembourser, eu égard à nos autres objectifs, et dans quelle mesure, précisément, on est si enferré que ça dans cette histoire d'austérité. Donc, ça semble être tout pour les questions. Sinon, vous pouvez toujours vous manifester. J'ai juste une question parce que ça me semble un petit peu de la magie, là. Annuler la dette, puis j'ai déjà un peu réfléchi à ces pays-là, mais dans nos autres cadres, là, sur les pays qui étaient en voie de développement, puis qui avaient les grosses dettes, puis le FMI intervenait, puis obligeait à privatiser l'eau. Moi, j'étais plus dans... Je trouvais ça épouvantable. Je disais, pourquoi ils font ça? Puis bon, comment ils peuvent faire ça, mais j'imagine que ces pays-là, les dettes étaient détenues soit par des gouvernements européens, soit par des grosses corporations européennes. Mais cet argent-là, quand on dit on l'a emprunté au gouvernement du Canada, que c'est emprunté à lui-même, mais l'argent, elle ne tombe pas des arbres, elle ne tombe pas du ciel. C'est qui serait perdant? Juste pour essayer de comprendre la dynamique de ces dettes-là, si une telle décision se prenait, est-ce que ça pouvait se prendre juste pour un pays où il faut que l'ensemble des pays s'entendent, en tout cas un certain nombre qui fait une masse critique? C'est qui serait perdant comme joueur d'une annulation de dette comme ça? C'est un sujet intéressant, hein? C'est indéniable, c'est un sujet intéressant. Quand tu dis que tu t'es coltaillé à cette histoire-là quand tu travaillais sur l'eau et les pays en développement, ça fait longtemps que dans les organisations internationales, on envisage la possibilité donc que la dette puisse précisément être annulée parce que souvent, sa légitimité est fort contestable. Hein? Mais si on parle des perdants, quand on dit l'argent tombe pas du ciel, si l'argent est pas... Bon, dans certains cas, effectivement, il y a eu des capitaux qui ont été déplacés, des pays, des entreprises étrangères, des gouvernements qui ont acheté une part de la dette publique. Mais dans d'autres cas, et là, dans le cas de la pandémie, ça a été majeur, il y a eu effectivement, par le jeu de pure écriture comptable, des comptes des institutions financières qui sont crédités par un jeu d'écriture comptable à l'achat des obligations du gouvernement canadien. Et si c'est effectivement donc
le gouvernement canadien qui voit sa dette augmenter telle qu'elle est libellée dans son compte à la Banque centrale, ce n'est pas des agents privés qui en supportent les conséquences. Alors, c'est une question qui est âprement débattue à l'heure actuelle en Europe, pas partout, mais dans plusieurs pays, dont la France. Et de fait, à cet égard, je pense qu'on aurait intérêt à mieux comprendre ce qui se passe pour ne pas précisément se laisser enfermer dans cette histoire d'austérité nécessaire qui nous pend au bout du nez si on ne va pas au-delà précisément des idées préconçues sur la dette. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à cette question-là, parce qu'on peut faire sauter des verrous qu'on n'imagine pas à l'heure actuelle. On en parle très peu ici, et je ne dis pas d'annuler l'entièreté de la dette. Non. Je parle de voir dans quelle mesure, effectivement, il y a une portion de cette dette qui est, d'une part, relativement fictive en termes d'actifs, et d'autre part, qui est illégitime par les moyens dont elle a pu s'amasser. Hein. Alors là aussi, réfléchir à la légitimité de la dette, c'est quelque chose aussi qui est tout à fait possible sans qu'on ait un impact, qu'on détruise l'économie, hein, parce que, bon, évidemment, on peut faire valoir toutes sortes d'arguments pour considérer que ça ne tient pas la route, mais c'est faux. Je veux dire, les débats existent et puis il faut en prendre acte. Et je dis que c'est tout à fait intéressant de regarder tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions pour Mme Morel? Oui, est-ce que je peux intervenir? Oui, vous êtes monsieur. Oui, je m'appelle oui. Jean-Jacques Ghislain, je suis un collègue de Sylvie, professeur titulaire au département de relations industrielles et aussi économiste. Et je voudrais un petit peu réagir sur ce qui a été dit à propos des questions monétaires, si ça peut aider. Je pense avec Sylvie qu'effectivement, il y a un momentum actuellement au niveau des politiques monétaires. Il faut bien comprendre l'importance de ce momentum. Alors, je vais essayer de développer ça rapidement. Pour ce qui est de la question du financement monétaire, jusqu'à une époque récente, il y a encore quelques mois en Europe et quelques années aux États-Unis, les gouvernements, lorsqu'ils voulaient se financer, donc émettaient des obligations d'État. Et les banques centrales avaient l'interdiction d'acheter ces obligations d'État. Et donc, c'était les agents privés qui achetaient les obligations d'État. Et donc, la dette était détenue par des agents privés. À partir du moment que la dette est détenue par des agents privés, eh bien, se pose le problème de la dette. Et c'est à partir de ce moment-là qui a été enclenché avec Lucien Bouchard et sa politique de déficit zéro, les politiques néolibérales d'austérité. À partir du moment que la dette est détenue par des agents privés, ceux-ci peuvent la faire valoir, il faut la payer, il faut un service de la dette, il y a du déficit, et donc il faut avoir une politique d'austérité. C'est comme ça qu'est enclenchée la politique néolibérale. Mais il y a un événement qui est apparu depuis quelques mois, qui a été accentué avec la crise du Covid, c'est le fait que maintenant les banques centrales achètent des obligations d'État. Donc on revient à la situation de la période des 30 Glorieuses, à l'époque où les gouvernements se finançaient par création monétaire, ce qu'on appelait la planche à billets. C'est exactement ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec le plan Biden et ce qui se passe en Europe avec les 700 milliards d'euros du plan de relance européen. Alors, à partir du moment que la Banque centrale achète les obligations, eh bien, ces obligations, à partir du moment que ça ne crée pas d'inflation, et c'est le cas actuel, puisqu'on est en situation de mondialisation, donc l'inflation ne se développe pas, donc les banques centrales n'ont aucune raison d'avoir des politiques d'austérité. À partir du moment qu'il n'y a pas d'inflation, leur objectif pour la Banque du Canada, c'est d'aller en dessous de 2%. On n'arrivera jamais à 2% dans le cadre d'une mondialisation pour la simple et bonne raison que la compétition internationale fait qu'on ne peut pas augmenter les prix au Québec, au Canada, parce qu'on perd complètement la compétitivité. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'inflation, ou très peu d'inflation. À partir de ce moment-là, les taux d'intérêt sont faibles, et même ces taux d'intérêt ne posent aucun problème. Pourquoi? À partir du moment que c'est la Banque centrale qui rachète la dette, les taux d'intérêt sont payés à la Banque centrale. Or, c'est ce service de la dette qui est payé à la Banque centrale
c'est de l'argent qui revient à la Banque centrale. Or, la Banque centrale est un organisme fédéral, un organisme public, et reverse au gouvernement les bénéfices. Et donc, le service de la dette est payé par le gouvernement, mais reversé au gouvernement. Donc, ce qui fait que quel que soit le taux d'intérêt, on peut augmenter les taux d'intérêt, ça n'a aucun impact, puisque le service de la dette payé à la Banque centrale est reversé au gouvernement comme bénéfice de la Banque centrale. Et donc, l'argument est maintenant qu'on peut racheter, on peut émettre donc du déficit par création monétaire à partir du moment qu'il n'y a pas d'inflation. Alors, c'est le plan Biden, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, je sais plus, il faut parler en billions maintenant, les milliards, c'est obsolète, il faut parler en billions. En Europe, c'est pareil. On tend vers des sommes considérables, et donc je pense qu'il faudrait choisir l'opportunité de cette possibilité de financement monétaire sans problème de dette. Donc, par rapport à ce que disait Martine, elle avait parfaitement raison dans le cas des pays en voie de développement, elle avait parfaitement raison dans le cas du Canada jusqu'il y a quelques mois ou quelques années, mais maintenant, c'est plus le cas, puisque ça ne pose plus aucun problème. Donc, l'enfinancement peut parfaitement se faire par financement monétaire. Et donc, là, je reviens à ce que disait... Et donc, après, le problème, c'est comment est dépensé cet argent. Si l'argent qui est obtenu par financement monétaire va aux riches, eh bien, on a une augmentation des inégalités. Donc, c'est ça le problème. Par contre, cet argent-là, et là on revient à la problématique de Sylvie, il faut que cet argent-là soit orienté vers des personnes dont, comme disait Keynes, la propension marginale à consommer est très élevée. Donc si on donne cet argent-là aux pauvres, eh bien les pauvres, ils vont le dépenser, ça va activer l'économie. Mais il ne faut surtout pas que cet argent-là aille aux riches. Ce qui était le cas avant que la Banque centrale puisse acheter les bons du Trésor, puisque les bons d'obligations d'État, c'est les riches qui les achetaient. C'est eux qui touchaient le taux d'intérêt, qui touchaient l'argent sur les obligations. Mais si cet argent-là est dépensé pour aider la construction, la restructuration des services publics, maintien du pouvoir d'achat des moins argentés, et là, cet argent-là, il est tout à fait efficace. On revient à la problématique du cercle vertueux des 30 Glorieuses. C'est comme ça que ça a marché pendant les 30 Glorieuses. Oui. Tu l'avais dit, Sylvie, effectivement, que le gouvernement a acheté des obligations pour des gros montants, mais je n'avais pas pris conscience à quel point c'était un changement important. Et là, d'entendre que avant ça, c'était interdit, maintenant, ça a été permis avec la pandémie, puis ça ressemble un peu aux 30 Glorieuses, que franchement, je dois vous avouer, moi, je ne suis pas du domaine, je ne connais pas. Moi, je me pose la question, parce que ça, c'est un... En tout cas, j'ai l'impression, moi je tombe peut-être des nues, là, mais j'ai l'impression que c'est un gros changement de paradigme. Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'après les 30 Glorieuses, ça a été impossible pour les gouvernements, pour les banques centrales d'acheter des obligations, puis que c'était réservé seulement à ceux qui en avaient les moyens. Et là, si ça a été repermis, j'imagine, puis je fais de la déduction, ça doit être à cause de la pandémie, il fallait qu'ils se trouvent une solution, puis il n'y en avait pas d'autre, donc c'était la seule disponible. J'imagine que ce n'est pas par hasard que ça allait arrêter après les 30 Glorieuses, puis qu'il y a eu une espèce d'interdiction. D'où c'est venu? Puis ceux qui ont poussé pour cette interdiction-là, vont-ils encore faire de la pression pour que, après la pandémie, on revienne à l'ancienne méthode, donc que les banques centrales ne puissent plus acheter des obligations? C'est qui les joueurs? C'est qui tire les ficelles en arrière? Puis c'est qui ces influenceurs-là? Moi, j'ai un peu l'impression de tomber des nues, là. Pour répondre à Martine, comment ça s'est passé, hein? À partir de la fin des années 70, il y a une inflation galopante. Alors, l'inflation, ça pose un problème à qui essentiellement? À ceux qui ont du capital, les épargnants, donc les riches. Les riches, ils ont un problème parce qu'ils voient leur trésor se diminuer de 10-15% par an qui diminue. Donc, les catégories supérieures, les riches, eux, ils ne veulent pas d'inflation. Donc, il y a eu les politiques monétaristes de lutte contre l'inflation. Et comment faire pour lutter contre l'inflation? C'est interdire au gouvernement de se financer par la planche à billets. Donc, on a interdit aux banques centrales de prêter au gouvernement. Et comme ça, on a jugulé l'inflation. Donc ça s'est passé fin des années 70, toute la période néolibérale,
jusqu'aux années 2008, la crise de 2008. Et c'est comme ça que s'est enclenchée toute la politique néolibérale. À partir de 2008, il y a eu la crise financière, et puis là, il y a eu un problème de relance économique. Et donc, les banques centrales, Sylvie le disait, dans le cas des États-Unis, l'objectif principal de la Banque centrale, dans ses statuts, c'est le plein emploi. Donc, ils sont obligés de relancer l'économie. Et donc, les banques centrales, à partir des années 2008, et puis en crescendo, jusqu'à une époque récente, ont déversé de l'argent. Mais comme ils ne pouvaient pas prêter au gouvernement, ils prêtaient aux banques. Mais en se disant, les banques vont ensuite prêter aux agents économiques pour relancer l'économie. Or, ce n'est pas ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les banques, elles ont engagé dans la finance. Une banque, elle emprunte 1 million à la Banque centrale. Elle a deux solutions. Elle prête en prêt hypothécaire à 4-5%. Mais si elle peut investir dans la finance, ça fait du 10, du 12%. Donc, les banques n'ont pas relayé dans la relance économique. C'est pour ça qu'à partir d'il y a 2 ou 3 ans, en Europe, à partir d'il y a 4-5 ans aux États-Unis, les banques centrales ont décidé de passer outre l'interdiction de prêter au gouvernement, parce que quand elles prêtaient aux banques, ça ne marchait pas. Les banques, ça fait 10 ans qu'ils déversent de l'argent, et ils n'arrivent pas à relancer leur économie. C'est la stagnation japonaise. Ils en sont à 250% de dette publique par rapport au PIB. Ça ne marche pas. Et donc, c'est pour ça que les banques centrales ont recommencé à prêter, à racheter en fait des bons du Trésor au gouvernement, donc à refaire marcher la planche à billets. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à relancer l'économie. Et puis avec le Covid, là, attention, méchant risque politique. Et si la Banque centrale ne met pas d'argent, qu'est-ce qui se passe? C'est les années 30, c'est la grande crise, c'est les chômeurs, c'est bon. Et donc, pour des raisons politiques, toutes les organisations patronales ont mis la pression pour que les banques, elles sauvent l'économie, qu'elles déversent de l'économie. Alors, combien de temps ça va durer? Tant que la relance n'est pas faite, tant que les gens qui ont de l'argent sont inquiets pour le système, ils vont pousser pour qu'il y ait de l'argent qui soit versé. Et puis après, peut-être qu'on va continuer comme ça, on ne sait pas. Ça c'est une question politique. Peut-être qu'on va redevenir à l'interdiction des banques centrales de prêter aux États, ou peut-être qu'on va rentrer dans un nouveau monde où les banques centrales vont continuer à prêter aux États. On ne sait pas. C'est une question fondamentalement politique. Et pour conclure, c'est pour ça qu'il faut que le Québec ait la maîtrise des instruments monétaires, parce que sinon, il ne s'en sortira jamais, et ça va être de pire en pire, parce que s'il y a la monnaie numérique, imaginez que la monnaie numérique, là, il n'y a plus aucun contrôle. Je veux dire, complètement par-dessus la tête des provinces. Bon, je ne vais pas insister plus longtemps. Non, mais c'est intéressant, Jean-Jacques. Moi, j'apprécie tes commentaires parce qu'effectivement, ça vient clarifier les choses encore plus et c'est tout à fait bien. Ouais. Voilà, je ne vais pas insister. Ça montre l'importance de s'intéresser justement à c'est fondamental, la question monétaire. Et de réfléchir effectivement à ce qu'on ferait si on était un pays en termes de politique monétaire. Parce qu'au sein du mouvement indépendantiste, je le disais tout à l'heure, les opinions sont pas toutes, convergent pas toutes vers l'importance de mettre en place une banque centrale et d'avoir notre monnaie. Et ça a été un débat âpre aussi. Alors, je pense qu'on est convoqué à nouveau à cette réflexion d'une autre façon sur ces enjeux-là.